Parfait. Bon, hop. Pensez à bien désactiver vos micros. Super. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions pendant la conférence, vous pouvez m'interrompre ou alors on discutera si vous avez des questions à la fin, mais n'hésitez vraiment pas à m'interrompre ou à ajouter des informations. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Bon, c'est une conférence vraiment, encore une fois, mais comme le rappelle Calypso à chaque début de conférence, qui est vraiment destinée à un usage interne uniquement. Oh, bon, un très bon exemple de tout derrière moi, désolée. Ça va? Désolée. Très bien. Donc, on va parler aujourd'hui pour nous de la toux chez le chien et le chat. C'est un sujet qui est extrêmement vague. Donc, on va essayer vraiment de s'intéresser à l'approche diagnostique et de voir quelques pathologies courantes. J'ai pas nécessairement approfondi tous les traitements, toutes les prises en charge. Le but, c'est vraiment plutôt d'essayer de comprendre ce qu'est la toux et de voir un petit peu comment orienter nos examens complémentaires et notre approche diagnostique selon un petit peu tous les indices qu'on va pouvoir avoir de par le signalement, l'anamnèse, l'examen clinique, pour avoir vraiment une approche ciblée. Parce qu'on s'entend que si on commence à faire tous les examens complémentaires possibles et inimaginables sur un animal qui a de la toux, sans nécessairement s'intéresser à sa localisation et à notre DDX le plus précis possible, on va se retrouver avec une panoplie d'examens. Ça va coûter cher au propriétaire et ça va pas nécessairement être informatif. Donc le but ici, c'est vraiment de travailler sur plutôt l'approche diagnostique que réellement l'approche thérapeutique, même si on va quand même, vous inquiétez pas, en parler selon certaines pathologies. Donc la toux chez le chien et le chat, bon, c'est un motif quand même de consultation qui est assez fréquent et les propriétaires regroupent sous le mot toux un petit peu tout et n'importe quoi. Nous, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la toux en tant que telle, donc tout ce qui est des vomissements qui peuvent être confondus avec de la toux, on va pas nécessairement s'y intéresser. Et j'ai pris le parti de mettre de côté le reverse sneezing parce que c'est pas de la toux en tant que telle et ça voilà, c'est encore une approche, diagnostique et sémiologique un petit peu différente, mais on pourra l'évoquer ensemble sans aucun souci. Un animal qui présente de la toux présente vraiment des signes cliniques qui peuvent altérer significativement sa qualité de vie, d'autant plus quand on a des phénomènes de toux chronique, qui durent vraiment depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc une toux chronique, c'est de plus de 2 mois avec des signes cliniques qui s'intensifient. Ça altère vraiment la qualité de vie de l'animal et les propriétaires ont vraiment une grande attente. Ils veulent vraiment qu'on trouve pourquoi l'animal tousse et qu'on mette un peu un petit traitement, la petite pilule magique. Donc c'est aussi ça qui peut être difficile à gérer avec ce signe clinique-là. Et comme mentionné, il y a de nombreuses étiologies possibles. Donc, ça peut être un diagnostic qui peut être un peu challengeant, d'autant plus qu'il y a certaines maladies qui ne sont pas nécessairement les plus courantes ou celles à laquelle on pense en premier. Et avec des traitements, malheureusement, qui peuvent être décevants parce que, notamment pour des patients avec des toux chroniques, on n'arrivera pas nécessairement toujours à comment dire, à couper la toux complètement. Et donc, on peut en effet avoir des traitements un petit peu décevants. Donc, c'est une communication avec les propriétaires qui va être très importante. Donc, définition de la toux. La toux, à la base, c'est un mécanisme de défense de l'organisme et des voies respiratoires afin d'améliorer la clairance des voies respiratoires et de prévenir d'une éventuelle aspiration. Donc, c'est vraiment un mécanisme de défense. Ça permet d'éliminer de l'appareil respiratoire d'éventuelles matières étrangères et de protéger nos voies respiratoires de l'aspiration involontaire de particules depuis le nez ou la cavité buccale. Mais malgré, comme on l'a dit, son rôle de protection, la toux chronique, elle va être responsable de dommages des voies respiratoires et d'un inconfort des patients, ainsi que d'une dégradation importante de la qualité de vie. On va faire un tout petit peu de physiopathe, on va pas aller trop loin. Le but, c'est pas de vous perdre là-dedans, mais globalement, les défenses de l'appareil respiratoire, elles s'organisent de deux façons. Tout d'abord, on va avoir une phase d'exclusion des agents ou des particules de notre muqueuse respiratoire et une phase d'élimination. Dans la phase d'exclusion, on va avoir pour résumer, déjà tout d'abord, donc un rôle, une première filtration de l'air dans le nez et au niveau des muqueuses respiratoires, des voies aériennes conductrices. Au niveau des voies respiratoires, on a aussi des particules un petit peu, des substances un petit peu antimicrobiennes et autres pour permettre l'exclusion de nos agents et de nos particules. Et on va également avoir un transport de mucus qui va se faire vers le larynx par tout notre appareil respiratoire ciliaire, par nos petits cils respiratoires. Et ensuite, pour la phase d'élimination, ben, c'est tout ce qui va être tout éternuement, fermeture du larynx, bronchoconstriction pour venir éliminer nos particules et nos agents de notre appareil respiratoire.
Pour la toux de manière plus précise, donc le déclenchement vraiment de la toux se fait via des récepteurs, qui sont vraiment au niveau de l'épithélium de notre oropharynx caudal, larynx, trachée et de l'arbre bronchique, et ces récepteurs vont également être présents au niveau des voies respiratoires plus profondes, plus distales, mais vraiment en moindre quantité. Les récepteurs, ils répondent à la fois à des stimuli mécaniques et des stimuli chimiques, ou inflammatoires. Hem, Au niveau des stimuli mécaniques, on peut avoir des mécanorécepteurs d'étirement ou d'irritation qui ont généralement une adaptation très rapide, et on a également certaines maladies qui vont modifier un petit peu ce seuil de réflexe de l'atout, notamment les infections à Bordetella bronchiectica qui va provoquer une augmentation de la réponse de nos récepteurs d'étirement à adaptation rapide et donc diminuer notre seuil de réflexe de la toux et donc déclencher une toux vraiment beaucoup plus rapidement, à un seuil plus bas, d'étirement. Et nos stimuli chimiques, qui sont généralement des récepteurs des fibres C ou inflammatoires, eux, vont répondre notamment à tout ce qui va être, par exemple, de la fumée, des produits irritants ou des sécrétions, inflammatoires. Ensuite de ça, l'information, elle est transmise via des voies neuronales afférentes, qui sont des branches du nerf vague jusqu'au tronc cérébral. Et on a ensuite la voie efférente qui va permettre de déclencher la toux. Ça va être une première phase d'inspiration profonde, puis une phase de compression contre-glotte fermée, pardon, donc une augmentation de notre pression intrathoracique, et enfin, ouverture de la glotte et expulsion. C'est un petit peu comme ça que la toux fonctionne. Donc, nous, on va un peu s'intéresser plutôt à une approche diagnostique et pour pouvoir un petit peu caractériser notre toux et savoir un petit peu comment orienter notre prise en charge, il faut commencer par mener l'enquête et c'est vraiment une phase très, très importante. Ça commence vraiment au niveau de l'anamnèse. Ça va être très important d'avoir une anamnèse la plus complète possible. Je vous dirais pour pas mal toutes les pathologies, mais voilà, il y a certaines pathologies qui sont un petit peu très évidentes. Un grand chien un peu âgé qui vient un peu en état de choc avec un abdomen dilaté, on va pas nécessairement s'intéresser sur l'anamnèse des 6 derniers mois. Mais pour un animal qui présente de la toux, c'est très très important de passer du temps avec les propriétaires sur l'anamnèse. Déjà, définir si la toux elle est aiguë ou chronique. Chronique, généralement, ça se définit sur une toux évoluant depuis plus de 2 mois. Est-ce qu'elle est récurrente? Est-ce que c'est vraiment un animal qui tousse à chaque fois? Est-ce que c'est une toux qui s'aggrave dans le temps? Est-ce qu'on a un effet de saisonnalité? Donc tout ça, c'est des choses importantes. Ensuite, le type de toux, essayer d'avoir les bruits caractéristiques parce qu'il y a certaines toux qui vont vraiment s'accompagner il y a certaines toux qui vont vraiment s'accompagner pardon, de bruits très très caractéristiques, notamment si on pense au collapse de trachée, on appelle ça une toux un petit peu klaxonnante, un klaxon ou doigt, ça dépend un petit peu dans la littérature. Vous pourrez trouver le terme gouze dans les articles qui va être référé, qui va être comment dire, référé à la toux d'un collapse trachéal. Est-ce que c'est une toux sèche ou est-ce que c'est une toux productive? Tout ça, ça nous oriente un petit peu. Également, l'intensité de la toux, tous les jours, semaines, mois, ça va être surtout important pour comprendre à quel point, d'une part, ça altère la qualité de vie de notre patient, mais également pour un petit peu évaluer la réponse au traitement. Si c'est un animal qui tousse une fois tous les mois, ça va peut-être un peu difficile de savoir si, en effet, notre traitement est efficace ou pas. Si par contre, c'est un animal qui tousse tous les jours ou plusieurs fois par jour, ça va être beaucoup plus facile. Oui, on voit tes notes, mais c'est pas grave du tout. Ensuite, on peut avoir demandé si la toux va être suite à un repas ou une prise de boisson, par exemple. Parce que si on pense, je sais pas, par exemple, à une paralysie laryngée, on peut avoir des toux suite à un repas ou une prise de boisson, parce qu'en effet, un petit peu d'eau va passer au niveau de nos voies respiratoires à cause de notre paralysie laryngée et à ce moment-là, causer une toux. Donc ça, c'est important de le savoir également. Est-ce que c'est une toux à l'effort ou au repos? Est-ce que c'est une toux qui est seule ou on a d'autres signes cliniques respiratoires? Est-ce qu'en dehors des épisodes de toux, notre animal respire correctement ou non? C'est encore une fois, si on a de la dyspnée ou de l'intolérance à l'effort, on va peut-être plutôt aller chercher une origine un petit peu basse, au niveau de nos voies respiratoires. Est-ce que d'autres animaux sont atteints? Est-ce qu'on a été en contact avec d'autres animaux? Est-ce que l'animal vit en collectivité? Ça, bon, c'est principalement pour les maladies infectieuses et on pense particulièrement à la toux de chenille. Et l'environnement à la maison, est-ce qu'il y a de la fumée de cigarette, des produits inhalants? Tout ça, ça va être vraiment plutôt pour tout ce qui va être, les maladies un petit peu inflammatoires chroniques de nos voies respiratoires. Une fois qu'on a vraiment passé du temps sur notre anamnèse, déjà ça nous permet normalement de faire une première dichotomie ou en tout cas déjà d'essayer d'avoir quelques diagnostics différentiels en tête qui vont prendre la place, qui vont prédominer par rapport à d'autres. Ensuite de ça, notre examen physique va être extrêmement important aussi. On va commencer par notamment regarder le score corporel de notre animal.
Bon, je ne l'ai pas mentionné dans l'examen physique, mais on a aussi la race, hein. On a certaines pathologies qui vont avoir des prédispositions raciales. Ça va aussi un petit peu nous aider. On va en reparler un petit peu après. Donc, quand je disais le score corporel, certaines pathologies, notamment le collapse de trachée, la paralysie laryngée, peuvent vraiment être exacerbées. C'est pas le collage, là, c'est le collapse. Je sais pas, il y a une petite coquille par l'obésité. Euh, à l'inverse, un animal qui va être cachectique, par exemple, on va peut-être plutôt penser à une maladie chronique ou un processus néoplasique. Évaluer aussi au niveau du nez, est-ce qu'on a des écoulements nasaux, évaluer notre flux d'air. Donc pour ça, vous pouvez prendre une petite lame de microscope que vous mettez quelques temps au frigo pour faire comme un petit peu de buée dessus et vous le mettez au niveau des narines et ça va vous permettre de pouvoir bien voir votre flux d'air s'il est symétrique ou sinon avec une petite ouate, un petit coton. Vous pouvez également évaluer les mouvements d'air au niveau des narines, est-ce qu'il y a une asymétrie faciale ou non. Important vraiment d'examiner notre larynx, notre trachée, pas nécessairement juste à la palpation pour voir si on a une toux déclenchable ou non. Ça, oui, c'est intéressant de le faire. Je ne l'ai pas noté, mais idéalement, on le fait en fin d'examen, parce que ça peut vraiment déclencher un inconfort chez notre patient. Mais surtout, la recherche de bruits anormaux, et c'est important de poser notre stéthoscope au niveau de notre larynx, notre trachée, pour écouter si on entend notamment des stridors en tout début d'évolution de certaines pathologies qui sont présents ou non. Ça va être également important de vraiment s'intéresser à l'auscultation cardiaque. Est-ce qu'on a un souffle cardiaque, des arythmies? Attention, une arythmie sinusale respiratoire, c'est beaucoup moins en faveur d'une maladie cardiaque. Donc, l'arythmie sinusale respiratoire, elle est physiologique, elle est normale, ça vous indique, en règle générale, que votre cœur fonctionne correctement. Par contre, tout autre type d'arythmie va peut-être plutôt être en faveur d'une maladie cardiaque. Également, donc très important, notre auscultation respiratoire. Est-ce qu'il y a des craquements, des sifflements, des crépitements? Est-ce que notre animal a une dyspnée? Si elle a une dyspnée, est-ce qu'elle est inspiratoire, donc voie respiratoire supérieure, ou est-ce qu'elle est expiratoire, donc voie respiratoire inférieure? Et également notre température normale ou élevée. Généralement, une température normale élevée va plutôt être en faveur d'un processus inflammatoire ou infectieux si on met de côté évidemment le stress de l'animal, donc à prendre en compte quand même avec le tempérament du patient lors de la consultation. Une température un peu basse, notamment chez les chats, ça peut peut-être nous orienter vers une petite origine cardiaque avec un petit défaut de perfusion. Donc, le but de notre approche diagnostique, ça va, selon votre anamnèse, bon, vous pouvez aussi vous focuser un petit peu sur la race, l'examen clinique, vous permettre de déterminer une localisation présumée de votre toux. Est-ce que c'est voie respiratoire supérieure, voie respiratoire inférieure? Est-ce que c'est plutôt cardiaque? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une maladie de l'espace pleural ou du médiastin ou de l'œsophage? Et d'élaborer votre DDX selon ça. Ensuite, le but, ça va être d'adapter vos examens complémentaires. Et ça, c'est mon combat de tous les jours. Je pense que je le répète dans toutes les conférences, même celles qui n'ont aucun lien avec le système respiratoire. Mais c'est toujours important de stabiliser un animal en détresse respiratoire avant de réaliser n'importe quel examen complémentaire. Il y a même certains examens complémentaires qu'on peut vraiment ne jamais faire. Typiquement, sur un animal qui vient avec une forte suspicion d'OAP, je ne vais pas faire de radio dans la nuit. Ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est vraiment de stabiliser mon animal. Donc vraiment, faites toujours, toujours, toujours attention à ça parce que des animaux qui décèdent en radio, ça arrive fréquemment. Donc voilà, c'est un peu mon, mon combat du moment. Donc là, on va essayer de s'intéresser un petit peu aux examens complémentaires qu'on peut réaliser et voir un petit peu pour quel type de localisation présumée ils vont être intéressants ou non. Puis ensuite, on va essayer de voir quelques maladies sans que ça fasse trop catalogue, mais voilà, pour essayer de un petit peu reprendre des petits éléments d'aide au diagnostic. Bon, l'examen complémentaire auquel on pense en premier lieu quand on a un animal qui tousse, ça va être la radiographie thoracique. La radiographie thoracique, elle n'a un intérêt si et uniquement si vous suspectez une atteinte des voies respiratoires inférieures, cardiaque ou une atteinte de votre espace pleural, éventuellement une atteinte de votre trachée ou de l'œsophage. Mais si vous suspectez une autre atteinte des voies respiratoires hautes, ça n'a absolument aucun intérêt. Et encore, honnêtement, si vous suspectez un collapse de trachée, votre radio, vous pouvez la faire, mais si vous ne la faites pas, ça ne me choque pas du tout. Pourquoi? Parce que le collapse de trachée, c'est un processus qui va être dynamique. Donc, à la radiographie, vous n'allez pas nécessairement le voir et on va voir quel examen complémentaire il va être plus intéressant de réaliser. Mais voilà, votre radiographie, c'est uniquement si vous suspectez une atteinte de vos voies respiratoires inférieures. Donc, globalement, de vos poumons ou de vos bronches. Mais autrement, si vous suspectez une paralysie laryngée, ça n'a absolument aucun intérêt. Si c'est un animal qui vient, je ne sais pas, avec une toux de chenille, c'est un peu plus discutable. Mais si c'est une toux de chenille sans atteinte respiratoire en dehors des quintes de toux, pas nécessairement recommandé.
Donc voilà, c'est vraiment pour les atteintes respiratoires basses, cardiaques ou de l'espace pleural. Bon, je vous ai mis deux petites radios là ici avec une masse à cet endroit-là et là où on voit un corps étranger œsophagien, donc un petit os. Dans ces cas-là, notre radiographie, en effet, elle est intéressante. Et c'est important de toujours, idéalement, réaliser deux profils et une face parce qu'on peut vraiment avoir des modifications ou des changements qui vont être présents sur un des deux profils uniquement. Hop. Donc, on va juste un peu plus focuser sur comment dire, le collapse de trachée. L'examen vraiment qui va être le plus recommandé pour nos collapses de trachée, ça va être la fluoroscopie, parce que c'est vraiment un examen dynamique de nos voies respiratoires. Et donc là, en effet, ça va vous permettre de mettre en évidence un éventuel collapse de trachée ou un collapse bronchique en prenant des clichés à la fois en phase expiratoire et inspiratoire. Et ici, on voit vraiment la différence entre nos deux phases inspiratoire et expiratoire, c'est-à-dire que en radio, vraiment, vous pouvez passer à côté. Voilà, personnellement, les radios sont mes suspicions de collapse de trachée, j'en fais pas toujours, mais c'est vraiment la fluoroscopie qui va être recommandée. Le désavantage de la fluoroscopie, c'est qu'elle est pas du tout réalisable en pratique courante et que ça nécessite vraiment de référer en centre de référé, parce que voilà, ça peut un peu plus vous limiter. Hop. Un autre examen complémentaire qui va être hyper intéressant, c'est l'échographie thoracique. Et honnêtement, nous, on va parler à la fois de la FAST et de l'échographie thoracique par un spécialiste, mais la FAST que nous, on fait en urgence, elle est vraiment privilégiée sur un animal instable. Un animal en détresse respiratoire, vous le mettez dans une cage à oxygène ou avec de l'oxygène en flow-by, vous mettez un petit peu d'alcool et normalement, vous pouvez faire une échographie FAST sans que ça le stresse et du coup sans causer une potentielle aggravation ou dégradation de sa condition respiratoire. Et elle va vous donner énormément d'informations. On en a déjà parlé plusieurs fois au niveau des différentes conférences, mais globalement, si on résume un petit peu ce qu'on peut voir sur une échographie FAST, c'est est-ce que vous avez la présence de ligne B ou pas? Les lignes B, pour rappel, c'est une interface air liquide au sein de votre parenchyme pulmonaire, dans vos alvéoles pulmonaires. Ça veut dire que vous avez du liquide dans vos poumons. Pourquoi on peut avoir du liquide? Parce qu'on a un œdème pulmonaire, parce qu'on a eu un trauma et donc on a des contusions pulmonaires, parce qu'on a mangé des rodenticides et qu'on saigne dans ses poumons, ou parce qu'on a une pneumonie, par exemple. Donc déjà, juste le fait, par exemple, de voir des B-lines, ça vous oriente un petit peu dans votre diagnostic. Ce qu'on peut voir également au niveau de notre échographie thoracique, c'est la présence, donc les lignes B, c'est l'image ici qu'on voit. Bon, ça se voit beaucoup mieux en dynamique, mais voilà, globalement, ça fait vraiment des rayons de soleil, donc des faisceaux verticaux au niveau de votre parenchyme pulmonaire. Et un poumon donc très brillant, très blanc ici, il est beaucoup plus hyper échogène que ce qu'il ne devrait être. On a probablement un faisceau de lignes B, mais c'est un peu moins visuel sur une image statique. L'autre chose que vous pouvez mettre en évidence, c'est la présence d'épanchement pleural. Donc l'épanchement, c'est un liquide anéchogène. Donc c'est ici le noir que vous voyez ici, dans lequel votre cœur et vos poumons vont flotter. Cet épanchement, on en parlera la semaine prochaine lors de la conférence des épanchements. Il peut être de plusieurs natures, mais au moins ça vous dit, bon, bah, il y a du liquide autour de mes poumons. Et rien que ça permet également à nouveau de rétrécir votre liste d'hypothèses diagnostiques et de vous orienter. Et la dernière chose que vous pouvez voir, on sort un petit peu du contexte de la toux, parce que généralement ça cause pas de toux, c'est la présence d'un pneumothorax. Pour rappel, la ligne hyperéchogène que vous voyez vraiment en haut, à la limite de votre parenchyme pulmonaire, c'est les plèvres. Les deux plèvres, elles glissent l'une contre l'autre, et donc on a ce qu'on appelle le glide sign, le signe du glissement. À l'échographie, en image dynamique, le signe du glissement sur votre ligne blanche, là, hyper échogène, vous voyez plein de petites fourmis qui marchent globalement. Ça scintille, ça grésille, il y a un mouvement. Quand vous avez un pneumothorax, vous imaginez bien qu'il y a de l'air entre vos deux plèvres, donc elles ne sont plus capables de glisser l'une contre l'autre. À ce moment-là, votre ligne blanche, elle va être complètement statique. Il ne va plus rien se passer. Et ça vous permet de dire il y a un pneumothorax. Plus facile, évidemment, de le voir en région caudale et dorsale, parce que l'air s'accumule vers le haut et vers l'arrière. Voilà, juste avec votre échographie, vous êtes capable de diagnostiquer un pneumothorax dans un contexte de trauma, diagnostiquer la présence de liquide au sein des alvéoles pulmonaires et donc rétrécir votre liste de diagnostics différentiels, ou diagnostiquer la présence d'épanchement pleural et encore à nouveau diminuer votre liste de diagnostics différentiels. Et encore plus que ça, quand vous êtes un petit peu plus habitué à l'échographie FAST, elle vous permet également de voir
Globalement, l'aspect de votre cœur. On vous demandera jamais de faire une échocardiographie en urgence, mais un petit ratio oreillette gauche sur aorte sans nécessairement le mesurer, juste parfois de manière subjective, ça vous permet aussi de vous orienter un petit peu. Et la présence, évidemment, d'épanchement péricardique, c'est les deux choses que vous pouvez évaluer au niveau de votre cœur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en urgence et qui nous donne énormément d'informations. On peut également faire une échographie thoracique par un spécialiste, donc ça, c'est en clinique de référé, et pour le coup, ça va beaucoup plus être pour, par exemple, réaliser des cytoponctions écho-guidées, avoir vraiment une meilleure visualisation, description de certaines masses. Il y a certains corps étrangers aussi qu'on peut suivre, hein, à l'échographie par spécialiste, donc c'est des choses aussi qui sont possibles de faire. Les autres, alors je vous ai cité d'autres examens complémentaires que nous, on ne peut pas faire, mais c'est quand même intéressant de le savoir parce que ça vous permet aussi d'orienter votre discours avec les propriétaires quand vous voyez un animal qui a de l'atout en disant, OK, mon rôle ce soir, c'est que je vais stabiliser votre animal. Par contre, pour avoir un diagnostic, demain, il va falloir faire ces examens-là. Donc, c'est toujours intéressant de le savoir. La scopie, bon, la scopie, rhinoscopie, bronchoscopie, enfin voilà, c'est un examen très, 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 très intéressant qui permet de visualiser toutes les structures du coup par voie interne, mais les cavités nasales, le nasopharynx, la trachée, les bronches. Ça nous permet de prendre des échantillons pour faire de la cytologie, des biopsies. Ça nous permet de voir certains corps étrangers, comme l'image du bas, un corps étranger végétal. Ça nous permet de voir aussi certains parasites. Ici, un beau petit verre au niveau de nos voies respiratoires. Encore une fois, voilà, c'est non réalisable en pratique courante. Ça demande une référence en centre de référé, mais important de le savoir parce que parfois, voilà, quand on commence à être limité sur un patient avec une toux chronique qui a déjà eu énormément de traitements, la prochaine étape, c'est la scopie. Une fois qu'on a passé un petit peu en revue nos examens d'imagerie, vous pouvez également faire des examens sanguins pour vous orienter selon un petit peu l'origine de la toux. Les examens sanguins les plus courants auxquels on pense dans les contextes de toux, ça va être d'une part tout ce qui va être numération formule, ce qui peut vous aider un petit peu à faire une distinction entre maladies infectieuses et ou inflammatoires ou autres, si vous avez un doute. Typiquement, vous hésitez entre une pneumonie par respiration ou un œdème pulmonaire, votre animal est trop instable pour faire la radio, vous voyez juste qu'il y a des B-lines à l'écho, vous voyez pas trop son cœur, vous savez pas, la numération formule peut vous donner un petit peu d'informations. Si vraiment il y a une leucostose neutrophilique assez importante, peut-être vous orienterez vers quelque chose d'infectieux. Vous pouvez également coupler cet examen-là à la réalisation d'une CRP chez le chien ou d'une SAH chez le chat, qui, je le rappelle, sont deux protéines de l'inflammation majeure, CRP pour le chien, SAH chez le chat. Et coupler ça, par exemple, avec un Snap Pro BNP. Bon, généralement utilisable chez le chat, qui va vous permettre de voir un petit peu si vous suspectez une maladie cardiaque. Pour rappel, un résultat anormal vous montre qu'en effet, c'est reflet d'un étirement, donc d'une modification morphologique de votre cœur et c'est en faveur d'une maladie cardiaque. Par contre, un résultat normal ne vous permet pas d'exclure une maladie cardiaque. Faites juste attention si vous êtes face à un résultat normal. Donc là, on a vu un petit peu comment approcher une toux, d'une part avec l'anamnèse, avec nos propriétaires, avec notre examen physique, comment un petit peu choisir nos examens complémentaires. On va voir un petit peu plus en fonction, on va voir, pardon, un petit peu plus certaines maladies courantes qu'on peut vraiment voir en urgence et ça va encore plus vous aider à choisir les examens complémentaires adaptés. On va commencer de haut en bas. Donc, on va commencer par les voies respiratoires supérieures et on va commencer par la paralysie laryngée qui affecte généralement les chiens d'âge avancé, principalement des grandes races, dont les labradors et les setters sont vraiment les deux représentants assez importants, notamment les chiens un petit peu en surpoids, comme ce magnifique labrador à droite. Généralement, c'est des animaux qui vont présenter un historique de toux slash raclement de gorge, une intolérance à l'effort. Et comme on l'a dit en introduction, on a certains chiens qui vont présenter une toux plutôt après manger ou après avoir bu à cause justement d'une potentielle aspiration. Et c'est des animaux qui peuvent également présenter des changements de voix. Donc ça, c'est des choses que les propriétaires peuvent objectiver. À votre examen, vous allez surtout avoir des animaux en dyspnée inspiratoire, si dyspnée il y a, mais parce qu'on touche les voies respiratoires supérieures, donc c'est une dyspnée inspiratoire. Et vous allez pouvoir avoir un stridor qui va être soit audible directement, soit à l'auscultation au niveau de votre larynx. Le diagnostic de certitude, donc tout ce qui est radio, pour le coup, ça ne sert à rien. La scopie peut être intéressante. L'échographie vous donnera très peu d'informations à part éventuellement diagnostiquer une pneumonie par respiration concomitante. Le bilan sanguin est très peu informatif. Pour le coup, là, pour
diagnostiquer une paralysie laryngée, ça va vraiment être votre observation du larynx sous sédation. Généralement, on fait ça au propofol. Prenez bien un petit kit d'intubation à côté au besoin. Et en fait, ce que vous allez pouvoir observer, c'est une absence d'abduction des aryténoïdes pendant votre phase inspiratoire. Ici, on a une image donc de scopie d'un chien avec une paralysie laryngée en phase inspiratoire et en phase expiratoire. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a quasiment aucun changement, aucun déplacement de nos aryténoïdes. Donc, ça nous permet vraiment de conclure à une paralysie laryngée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir à l'œil nu. On va regarder cette petite vidéo. Donc, d'une part, vous allez entendre vraiment le bruit très caractéristique des paralysies laryngées et on va voir vraiment à l'œil nu à quoi ça ressemble. So breathing in. Yeah, non, mais... Donc là, on voit bien qu'à chaque inspiration, on n'a aucun mouvement de nos aryténoïdes. Yeah, not moving. Et en effet, c'est des animaux qui sont généralement, qui requièrent généralement une intubation quand ils arrivent en détresse respiratoire. Donc ça, c'est assez caractéristique d'une paralysie laryngée. Comment ça se traite une paralysie laryngée? Généralement, le traitement le plus efficace, c'est la chirurgie, donc le tie-back. On peut faire soit un tie-back uni ou un tie-back bilatéral. Ça va dépendre de la sévérité de votre paralysie laryngée. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait généralement en centre de référé. Chez des animaux qui sont sévèrement atteints, c'est la seule option thérapeutique possible. Par contre, ce qui va être important de discuter avec les propriétaires, c'est que malheureusement, en fait, le but du tie-back, c'est vraiment de venir ouvrir les aryténoïdes, un petit peu les fixer en position ouverte. Donc, votre animal va être extrêmement à risque de pneumonie par respiration dans le futur. Donc, c'est une des complications qui n'est pas négligeable et qu'il faut discuter avec les propriétaires. Vous, votre but en urgence, si vous avez un animal en paralysie laryngée qui arrive, alors s'il n'est pas en état de détresse respiratoire avancée, mais que les propriétaires se disent: «Bon là, il tousse un petit peu plus que d'habitude», éventuellement de le diagnostiquer avec votre examen de fond de gueule sous sédation, sous propofol. Si votre animal arrive en détresse respiratoire, bon, alors là, c'est de le stabiliser, donc rapidement, cathéter, vous pouvez donner un peu de Butor, un peu de propos, on intube le patient et le temps qu'il se calme, parce qu'en fait, quand il est en crise, plus il va forcer, plus il va inflammer, il va éventuellement y avoir du mucus, ça va obstruer davantage, ça va être inflammé, ça va obstruer davantage, et c'est un cercle vicieux. Vous pouvez éventuellement donner une toute petite dose de corticoïdes pour diminuer l'inflammation. Vous laissez votre patient intuber une heure, 2 heures. Vous essayez de les extuber gentiment pour voir un petit peu si la crise est passée. Vous les gardez hospitalisés et vous référez le plus rapidement possible en chirurgie pour une chirurgie de tie-back. Si on descend un petit peu plus, on va revoir notre larynx après, mais on a vu notre larynx, on va s'intéresser à notre trachée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les collapses trachéales, pour le coup, c'est une maladie vraiment des petites races, hein, Yorkshire, Spitz, Chihuahua, en tout cas, toutes ces petites races, les petites races à bras, généralement, qui va être exacerbée, encore une fois, par l'obésité. C'est une toux qui est chronique, qui est exacerbée à l'exercice le plus souvent, et c'est vraiment une toux qui est klaxonnante. Pour le coup, j'ai pas de vidéo, mais si vous mettez collapse de trachée sur YouTube, vous trouvez tout un tas de petits chiens avec des collapses de trachée. C'est vraiment une toux klaxonnante. C'est un bruit assez caractéristique. On Tu veux, distingue quatre gra- Ouais, excuse-moi, tu veux que j'en passe une de vidéo ouais, de... vas-y. Alors attends, faut que j'arrive à changer le partage. Ça va peut-être couper ton Ouais, partage. pas de souci. Attends, sauf si j'arrive à faire les deux en même temps. Alors, tac. Alors, est-ce que vous voyez ma vidéo ou pas? Attends, moi j'arrive au partage. Vas-y, tu peux mettre le tien. Ouais, je l'avais lancé, mais ça n'a pas dû partager la votre fenêtre. Ah, voilà. Là, normalement, vous devriez la voir. Moi, je vois que ton écran. Là? Non, je vois que ton Oh, dossier. Ah, là, oui. fuck. Là, oui, c'est bon? Ouais. Ah, génial. Vous avez eu le son avec? Oui. Ah, génial. Allez, j'arrête mon Donc, truc. ça, ouais, c'est une toux très klaxonnante et on a un petit peu un bruit d'oie. Donc, c'est pour ça qu'on caractérise
cette toux de klaxon doigt un petit peu. Voilà, c'est un bruit qui est assez caractéristique quand même. Hop, parfait. Je vais juste repartager. Hop, voilà. Un bruit qui est assez caractéristique. Vos radiographies, comme on l'a dit, vont être parfois insuffisantes. Alors ici, là, je vous ai mis une radiographie. On voit un collapse de trachée qui était dû à une malformation congénitale. On distingue 4 grades dans les collapses de trachée. Du plus sévère au moins sévère. Donc, si vous faites une radio et que vous ne voyez pas de collapse de trachée, alors que tout vous indique que c'est un collapse de trachée, la race, l'historique, le bruit de la toux, ne dites pas, bon, bah, c'est pas un collapse de trachée parce que je le vois pas à la radio. Vous dites bien que c'est dynamique, c'est possible de passer à côté. Donc, bon, on l'a pas mis en évidence, donc éventuellement une fluoroscopie si on va avoir un diagnostic de certitude, ou alors si on a quand même un degré de certitude assez élevé, même sans diagnostic définitif, c'est OK de mettre en place un traitement et de voir comment ça évolue. Au niveau des traitements, donc on commence toujours par un traitement médical, évidemment en fonction du degré de sévérité du collapse de trachée. Si votre animal arrive en détresse respiratoire sévère, inspiratoire, quasi obstructive, avec une mucocyanose, bon, on le stabilise, mais on va peut-être plutôt s'orienter vers un autre type de traitement qu'un traitement médical. Le but du traitement médical, ça va être de contrôler la toux, parce que c'est souvent ça qui gêne beaucoup les animaux et les propriétaires. Des anti-inflammatoires, alors c'est un peu le cercle vicieux, plus on tousse, plus on inflamme, plus on inflamme, plus on tousse, plus on tousse, plus on... Et voilà, et on ne s'en sort plus. Donc essayez de couper ce cercle vicieux un petit peu avec notamment des anti-inflammatoires. Antibiotiques, c'est vraiment besoin. Si vous avez aucune atteinte de voie respiratoire inférieure en dehors de vos épisodes de toux, et donc aucune suspicion d'éventuelle surinfection bactérienne secondaire, on ne les utilise pas. Mais on peut les utiliser. La doxycycline a aussi un intérêt d'être un petit peu immunomodulatrice, un petit peu, voilà, un petit rôle anti-inflammatoire des voies respiratoires supérieures. Ça peut être utile. Et vos mesures hygiéniques. On perd du poids, on met un harnais. Si c'est un petit chien mais qui doit sauter 60 cm pour monter sur le lit tous les soirs, on essaye de mettre un petit marchepied, des petits escaliers, en tout cas des choses qui vont un petit peu faciliter son quotidien, lui demander le moins d'efforts possible et donc limiter un petit peu la toux. Alors, et c'est là aussi que n'hésitez vraiment pas à intervenir parce qu'entre les molécules antitussives américaines et françaises, j'ai encore énormément de mal. Je ne suis pas encore au point. Je l'avoue, au Canada, j'avais l'avantage de pouvoir avoir du butorphanol par voie orale en comprimé qu'on pouvait donner aux animaux, chose que j'ai pas l'impression d'avoir retrouvée en France. Par contre, on a de l'hydrocodone dont on peut se fournir en pharmacie. Je ne sais pas sinon quel autre antitussif, je ne sais pas Calypso ou d'autres que vous avez tendance à utiliser. Je sais qu'il existe aussi un peu des sirops qui vont peut-être être un peu mucolytiques pour un petit peu occuper les propriétaires, mais à part l'hydrocodone, je n'ai pas nécessairement de connaissance d'autres molécules antitussives très intéressantes en France. Si, attends, j'ai perdu le nom. Mais si, c'est un morphinique aussi. Attends. La codéine, tout simplement. Ah oui, la codéine, pardon. Oui, en Ouais. effet. C'est vrai que la codéine, oui, c'est très bête, mais oui, la codéine, vous pouvez en trouver en pharmacie, en effet. Je vous retrouverai la dose, parce que du coup, je ne l'ai pas mentionné dans mon petit tableau. Donc, c'est ça, hydrocodone, codéine, butorphanol, ça va être un petit peu vos trois molécules antitussives que vous allez pouvoir utiliser. Le butorphanol, ça a l'intérêt que, en fait, vous pouvez l'utiliser en consultation, ou si vous gardez l'animal hospitalisé, s'il est en grosse crise de tout, ça va vraiment le soulager. Pour les anti-inflammatoires, généralement, personnellement, je préfère les AIS, donc prednisone si on veut le donner par voie orale, ou sinon on peut utiliser de la fluticasone par voie en inhalation. Certains vont préférer le métacam, pourquoi pas. Et donc, si besoin au niveau des antibiotiques, généralement, on va préférer dans ces cas-là la doxycycline. Donc, soit vous le donnez à 10 mg kg en disant bien au propriétaire de faire boire ou manger l'animal après. On se souvient que si la doxycycline reste coincée dans notre œsophage, ça peut vraiment faire des inflammations, voire des strictures œsophagiennes importantes. Et on se souvient également que la doxycycline est assez nauséeuse. Donc, c'est vraiment décrit, si l'animal ne tolère pas le 10 mg kg de faire du 5 mg kg bid. Donc, voilà, toujours se souvenir, ça peut être intéressant. Et donc, en cas d'échec de notre traitement médical ou si notre collapse est trop sévère, que l'animal est en détresse importante, le traitement chirurgical, c'est la pose de stent, donc avec donc une procédure minimalement invasive, comme vous pouvez voir sur cette radio, donc c'est un filet qui va permettre d'ouvrir notre trachée. Le traitement chirurgical, il n'est pas nécessairement miracle, Il y a des animaux dont le stent va se déplacer, dont le stent va un petit peu boucher, qui vont avoir besoin de réintervenir.
Donc voilà, ne pas vendre le stent comme étant la procédure miracle, parce qu'il y a quand même aussi des complications associées à la pose d'un stent trachéal. Mais pour certains animaux, malheureusement, le traitement médical ne suffit plus et on n'a pas le choix que de devoir poser un stent. Donc ça, encore une fois, en structure de référé. Alors, je vous parle juste de la bronchomalacie, mais on va aller très très vite sur la bronchomalacie parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit le plus souvent en urgence, mais c'est juste pour y penser. La bronchomalacie, ça correspond à un rétrécissement ou un collapse, cette fois-ci de nos bronches et non plus de notre trachée. Mais elle peut vraiment être associée à un collapse de trachée et on va parler alors de trachéobronchomalacie. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Généralement, ça provoque de la toux sévère, une inflammation importante qui génère de la toux, à nouveau le cercle vicieux dont on vient de parler. Le traitement médical, il est généralement exactement le même que le collapse de trachée. Le seul moyen de savoir si vous avez une bronchomalacie associée à votre collapse de trachée, ça va être ou par fluoroscopie ou par scopie, comme on voit ici une image où on voit vraiment un affaissement. Bon, là, on est au niveau de la trachée, mais vous pouvez le voir aussi au niveau de vos bronches plutôt principales, parce que votre scope ne passe pas plus. Et dernier exemple de maladie des voies respiratoires supérieures auquel on est souvent confronté en urgence. J'aurais pu le mettre avant le collapse de trachée parce qu'on est un peu plus haut que la trachée. Donc, la toux de chenille, la trachéobronchite infectieuse, trachéite infectieuse. Pour le coup, c'est vraiment votre anamnèse presque qui va vous donner un petit peu la réponse. Et c'est surtout, généralement, les gens viennent pour vomissement parce que c'est une toux qui est très forte et qui est souvent émétisante et rauque. C'est une toux qui est assez productive. Souvent, c'est auto-limitant, honnêtement. Si vraiment la toux est trop importante et gêne le confort de votre patient, vous pouvez faire une petite cure, donc codéine ou d'hydrocodone ou une injection de butorphanol lors de la consultation. Généralement, cette fois-ci, alors vous pouvez utiliser des anti-inflammatoires, encore une fois, pour casser ce cercle vicieux. Là, il y a un petit peu deux écoles, soit de la PrEP, soit du Metacam. Les deux fonctionnent. Faites juste attention avec la PrEP de ne pas exacerber un processus infectieux déjà présent. Pour les antibiotiques, c'est généralement comme c'est plutôt, enfin voilà, c'est vous pouvez en mettre. J'ai pas nécessairement tendance à tout le temps en mettre si j'ai pas d'atteinte de mes voies respiratoires basses. Donc c'est juste de la toux sans atteinte de ma respiration en dehors de mes épisodes de toux. Mais on peut en mettre définitivement pour éviter les surinfections bactériennes. Doxycycline ou cette fois-ci vous pouvez mettre Amox acide clave. Sur une toux, oui, exactement. Sur une toux productive, en effet, les antitoussifs, c'est un peu contre-indiqué parce que, en effet, tu vas gêner l'élimination de ton mucus. Donc, tu vas avoir une accumulation de mucus dans tes voies respiratoires et ça peut, en effet, aggraver ton phénomène. Par contre, c'est pour ça que moi, typiquement sur mes toux de chenille, je n'en mets jamais des antitussifs. Mais si vraiment tu as un animal qui arrive en énorme quinte de toux, tu peux lui faire une petite injection de butorphanol, par exemple, ou prescrire de la codéine, voilà, juste pour les premières 24 heures, si vraiment la toux, elle est très, très importante. J'en ai jamais eu qui ait une nécessité que je prescrive des antitussifs, mais c'est décrit. Mais en effet, je suis d'accord avec toi qu'il faut quand même toujours faire attention quand on prescrit nos antitussifs sur une toux productive. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et oui, la toux de chenille, 10 jours de doxy, ça me choque pas du tout. Voilà, c'est... On peut. Ça me dérange pas que ce soit doxy ou amox acide clavulanique. Les deux fonctionnent bien. Ça évite les surinfections bactériennes parce qu'on sait qu'il y a certaines toux de chenille qui peuvent se compliquer d'une bronchopneu. Donc, non, il n'y a aucun problème pour en mettre. Donc ça, c'est un peu nos maladies les plus courantes au niveau des voies respiratoires supérieures. La seule chose à laquelle laquelle j'ai oublié de mentionner, c'est vrai, c'est les corps étrangers. Chez les chats et chez les chiens, notamment l'été, les épillets. On va en reparler un petit peu plus bas avec les voies respiratoires inférieures, puis je ferai juste une petite parenthèse quand ça touche uniquement les voies respiratoires sup. Hop. Bon, bah on en parle dès maintenant. Donc, maladie des voies respiratoires inférieures et du parenchyme pulmonaire. On va faire une petite aparté du coup sur les corps étrangers. Vos corps étrangers peuvent être voies respiratoires sup ou voies respiratoires inf. Donc, ça peut vraiment être souvent, par exemple, tout ce qui va être végétal, ça peut vraiment juste être bloqué au niveau de votre larynx. Donc là, c'est une toux qui est très, 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 très aiguë. L'anamnèse est importante si les gens vous disent mon animal, mon chien est en train de jouer, de sauter gaiement dans un champ de blé et depuis, il tousse, il cherche à cracher, il est gêné, il déglutit en permanence. Bon, ça vous fait quand même fortement penser à un corps étranger. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à sédater votre animal et à aller faire un examen de fond de gueule parce que des épillés laryngés, l'été, c'est un
petit peu la chose très classique, mais ne jamais oublier que vos corps étrangers, ils peuvent aller plus bas que votre larynx et ils peuvent vraiment descendre dans vos voies respiratoires. Et ça peut également évoluer en pneumonie par respiration ou éventuellement en pneumo ou pyothorax. Donc, quand même, toujours y penser. Et moi, personnellement, je suis très prudente quand je retire un corps étranger laryngé en disant, voilà, nous, on a retiré celui qu'on voyait. Je ne peux pas complètement exclure qu'il n'y en ait pas plus bas. Donc, vraiment, toujours prévenir les propriétaires de toujours être très, très, très vigilant, bien observer les animaux après un épisode de corps étranger. Parce que voilà, ça peut évoluer. Et si on regarde un petit peu cette image de scope, c'est pas très joli un corps étranger dans les voies respiratoires basses. On a beaucoup d'inflammation, d'irrégularité, de plus ou moins sécrétions purulentes, les corps étrangers qu'on retire. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, il y a une étude vraiment chouette dans le JSAP là, qui est sortie l'année dernière sur justement les trouvailles un petit peu de bronchoscopie chez des chiens avec des corps étrangers végétaux. Voilà, c'est vraiment cool. Je vous ai mis le lien de l'article ici. Hop. Bon, la bronchite chronique, la fameuse bronchite chronique, la maladie des voies respiratoires inférieures et du coup assez fréquente chez les chiens d'âge moyen, qui peut être très frustrante parce qu'elle est à la fois très délabrante pour l'animal dans le sens où elle altère vraiment sa qualité de vie. C'est des animaux qui peuvent vraiment tousser de manière très importante et pour lesquels nos traitements peuvent parfois être vraiment limités. Donc généralement, notre bronchite chronique, elle va toucher nos chiens d'âge moyen. C'est une toux qui est chronique, qui est quotidienne. À l'auscultation, vous pouvez avoir des sifflements généralement expiratoires. Et alors à la radiographie, bah, vous avez un beau patron bronchique qu'on voit très 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 bien sur cette radio. La sévérité du patron bronchique ne reflète pas nécessairement la sévérité de l'inflammation au niveau de vos bronches. Mais en effet, de voir un beau patron bronchique à vos radios vous permet de mettre en évidence et de diagnostiquer une bronchite chronique. Généralement, en bronchoscopie, on va voir des bronches avec une muqueuse qui va être très irrégulière, très épaissie, avec des sécrétions mucoïdes. Quand nos patients sont référés en centre de référé pour une bronchoscopie, généralement, on en profite pour faire un lavage broncho-alvéolaire et une recherche d'agents infectieux qui pourraient expliquer un échappement au traitement, par exemple. Le traitement des bronchites chroniques, c'est tout ce qui va être cortico-bronchodilatateur, antibio-nébulisation. Donc, comme on l'a dit déjà pour la toux de chenille, d'éviter les antitussifs parce que ça va aggraver l'accumulation de mucus. C'est très frustrant comme maladie parce que vraiment, on a des chiens qui échappent complètement au traitement et pour lesquels, malheureusement, on est un peu limité en termes d'options thérapeutiques avec des animaux qui vont tousser beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est important si, par exemple, vous avez en urgence un chien qui tousse depuis longtemps et que vous suspectez une atteinte pulmonaire parce que vous avez écarté, ça ressemble pas à un collapse de trachée, c'est pas une race prédisposée, ça ressemble pas à une paralysie laryngée, c'est pas une race prédisposée. Voilà, vous orientez vers quelque chose de pulmonaire, vous faites votre radio, c'est rempli de patrons bronchiques. Voilà, prévenir les propriétaires que bah, c'est une maladie chronique et malheureusement, le traitement peut être un petit peu décevant. Donc là, c'est votre communication qui va être importante. Euh, oui, donc une autre maladie des voies respiratoires inférieures et du parenchyme pulmonaire que vous allez rencontrer très souvent en urgence, c'est presque ma maladie préférée, c'est la pneumonie par respiration. La pneumonie par respiration, alors j'ai un peu inversé, on va commencer par l'anamnèse. Hyper important, hein, l'anamnèse pour le coup, parce que vous pouvez vraiment essayer de trouver une cause prédisposante dans votre anamnèse. Est-ce que votre animal a vomi récemment et pourrait expliquer qu'il fasse une pneumonie par respiration? Est-ce que c'est une race à risque, notamment tout ce qui va être brachycéphale? Est-ce que c'est un chien qui pourrait avoir une paralysie laryngée qui n'a pas nécessairement été diagnostiquée, qui prédispose à une pneumonie par respiration? Est-ce que c'est un chien qui pourrait avoir un méga-œsophage qui prédispose à une pneumonie par respiration? Donc, posez quand même un petit peu de temps avec les propriétaires pour essayer d'avoir tous ces éléments de réponse parce que ça va aussi changer. Si vous avez juste une pneumonie par respiration parce que votre chien a vomi une fois avant et que bon, manque de peau, il a fait une pneumonie, c'est OK. Mais si vous avez une pneumonie qui est secondaire à une autre maladie, et ça change quand même un petit peu votre pronostic et c'est important pour les propriétaires de le savoir, notamment si c'est une paralysie laryngée ou un méga-œsophage, hein, parce que ça va changer un petit peu le pronostic de l'animal et surtout la prise en charge future. Donc c'est important de le savoir. Généralement, c'est des animaux qui vont vous arriver, donc il peut y avoir de la toux, mais généralement, c'est un petit peu plus aiguë. Et c'est surtout de la tachypnée et une dyspnée du coup expiratoire, puisqu'on est au niveau de nos voies respiratoires inférieures. À l'auscultation, vous allez pouvoir avoir beaucoup de crépitements audibles au niveau de vos deux hémithorax.
Au niveau, donc ici, oui, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, c'est un très bel méga-œsophage sur cette radiographie, pardon. La pneumonie par aspiration, la façon de la diagnostiquer, donc par radiographie, si votre animal est suffisamment stable pour faire des radiographies ou en échographie. Échographie, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des B-lines, donc une interface air liquide au sein de vos parenchymes pulmonaires, généralement plutôt au niveau de votre lobe crânial droit. Et ce que vous pouvez voir également, c'est une irrégularité de la plèvre, donc une plèvre qui ne va plus être bien droite, bien linéaire, mais qui va vraiment qui va être complètement irrégulière. Et vous pouvez également avoir de l'hépatisation, donc c'est-à-dire l'impression que votre lobe pulmonaire ressemble à l'échographie à du foie. À la radio, c'est très joli, c'est un très beau patron alvéolaire, principalement au niveau des lobes ventraux et crâniaux. Donc le patron alvéolaire, ce qui va surtout le caractériser, donc ici on a de la belle consolidation pulmonaire et on a surtout des très beaux bronchogrammes qu'on voit bien ici, qui sont assez caractéristiques de notre patron alvéolaire. Ici à nouveau, hein, on a de la consolidation pulmonaire et des bronchogrammes visibles. Si jamais votre animal n'est pas suffisamment stable pour faire une radiographie et qu'à l'échographie, vous hésitez entre une pneumonie par aspiration ou, je sais pas, il y a un historique de trauma, donc ça pourrait être des contusions ou il aurait le droit d'avoir une maladie cardiaque, votre bilan sanguin, comme on l'a déjà mentionné, va vous permettre un petit peu de vous aider encore plus à vous orienter vers une pneumonie par aspiration, à adapter votre traitement. Notamment à la NUM, vous allez avoir une leucocytose neutrophilique le plus souvent et une augmentation de votre CRP. L'augmentation de votre CRP en termes de diagnostic, bon, ça vous dit qu'il y a un processus inflammatoire actif, mais elle est surtout intéressante pour le suivi. Donc, c'est toujours bien, je trouve, en urgence d'avoir une valeur de base de la CRP pour faire un suivi dans le temps et voir un petit peu l'efficacité de notre traitement. Au niveau de la prise en charge de la pneumonie par respiration, évidemment, pour le coup, on n'hésite pas à mettre des antibiotiques. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on hospitalise ou qu'on n'hospitalise pas? Ça va vraiment dépendre de la sévérité de la détresse respiratoire de votre patient. Sur un patient dyspnéique de base, un patient dyspnéique, pour moi, devrait être hospitalisé. Donc, hospitalisation avec un traitement un petit peu plus agressif, et notamment des antibiotiques par voie intraveineuse. Donc, on va préférer généralement l'unacim, 20 mg kilo, TID à KID. Parfois, je le donne KID quand c'est assez sévère. Et est-ce que votre patient a besoin ou non d'oxygène? C'est un peu la question qu'on se pose. Généralement, alors on va mettre de côté tout ce qui va être gaz sanguin, on va se focuser à quelque chose de beaucoup plus accessible, c'est votre saturation en oxygène. Un patient qui a une saturation, alors on a tous des cutoffs un petit peu différents, je suis peut-être un petit peu plus sévère, vous allez trouver dans la littérature des cutoffs à 93% de saturation en oxygène. J'ai tendance à préférer des saturations supérieures à 95% personnellement. À partir du moment où j'ai un patient qui a une saturation sous oxygène inférieure à 95%, je le mets sous oxygène. On va préférer éventuellement des canules à oxygène, en tout cas les petites lunettes, là, les petites lunettes à oxygène. On n'oublie pas qu'on met généralement un débit de 1 litre par 10 kilos minute. Donc, si votre patient fait 20 kilos, on règle le débitmètre à 2. Ils vont tolérer jusqu'à 2 litres par 10 kilos par minute, mais ça va être beaucoup plus irritant par vos voies respiratoires. Mais au besoin, si les premières heures, votre patient est très dyspnique, ne sature pas très bien, vous avez besoin d'augmenter ce que vous fournissez en oxygène, vous pouvez. Je pense qu'on fera une conf plus tard là-dessus sur les autres moyens d'oxygénation parce que parfois les lunettes à oxygène ne suffisent pas. On a besoin de passer sur des moyens un peu plus puissants dont on n'a pas à disposition dans les MUV, mais c'est important de le savoir pour référer votre patient au besoin et lui fournir la meilleure prise en charge. Mais je pense que ça peut être, si je commence à parler d'ergo et de ventilation, on y est demain, donc on pourra faire un prochain sujet de conf là-dessus. Mais voilà, important vraiment les pneumonies par respiration. Si votre animal est en dyspnée, oui, c'est une hospitalisation. Si votre animal, en plus de ça, sature mal, évidemment qu'on les met sous oxygène. Si par contre, votre saturation elle est à 96-97%, même s'il est un petit peu dyspnéique, il n'y a pas nécessairement besoin d'oxygène. Mais juste, on surveille parce que il pourrait descendre en dessous de 95% et nécessiter sa petite oxygénothérapie. Et donc là, pour le coup, les antibiotiques vont être également très intéressants. Généralement, c'est des traitements que je laisse 10 à 14 jours. Contrôle radio avant la fin des antibiotiques, très important. Moi, généralement, je fais un contrôle radio et sanguin, notamment avec ma CRP. Si tout est beau, on arrête les antibiotiques. Si on a encore un petit foyer, on les poursuit et on refait à nouveau des radios à la fin.
Bon, puis les néoplasies pour la dernière. C'est la dernière? Ouais. Ah non. Ah oui. Bon. Attends, Agathe, je te coupe 2 petites secondes parce qu'il y a Florian qui a posé 2 petites questions, Oh, mais après, pardon, ça j'ai a pas peut-être vu. moins de sens si on y répond trop tard. Il y en avait une sur les corps étrangers et puis une là sur la... Ah, mais je les vois plus dans le. Ah bon? Moi, je Bah les... non, je comprends pas. Bah vas-y, vas-y. Bah alors, donc, il avait posé une question, si les gens n'ont pas l'argent pour faire une scopie, ça c'était quand tu parlais des corps étrangers, Ouais. ça se fait de mettre sous antibiotiques et que ça s'enkyste ou bof? Ça se fait. Alors, et puis souvent d'ailleurs, tu as des chiens où tu diagnostiques pas nécessairement des corps étrangers. Ils toussent un peu, le veto, les vétos vont mettre par exemple antibiotiques, anti-inflammatoires, puis ça va s'améliorer. Les gens vont être super contents, ils arrêtent le traitement, ça récidive. Alors, oui, tu peux le faire si les gens n'ont pas d'argent, mais le gros risque en fait, c'est que plutôt que de s'enkyster, ton corps étranger il migre et que du coup ça te fasse un pneumo ou un pyothorax. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. C'est vrai que si vraiment tu suspectes un corps étranger, alors, c'est dur hein, en urgence de dire, OK, je suis sûre de moi, il y a un corps étranger au niveau de mes voies respiratoires, parce que bah, tu le vois pas. Généralement, c'est un corps étranger végétal à la radio, tu le verras pas non plus. Souvent, c'est un petit peu l'historique de tout, éventuellement l'anamnèse. Parfois, donc comme je te disais, une première réponse positive au traitement, une récidive à l'arrêt du traitement. Ça, c'est des choses qui doivent te faire penser à un corps étranger. Je te dirais qu'en à cette étape-là, je pousse vraiment à l'endoscopie parce que oui, tu as certains corps étrangers qui vont finir par se dégrader, s'enkyster, mais t'es vraiment pas à l'abri d'un pio ou d'un pneumothorax. Donc, si les gens, pour eux, c'est vraiment impossible, il faut juste qu'ils soient hyper au courant du risque parce que bah, ça peut arriver. Donc, je le recommande pas. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et autre question du coup qu'il avait posée, quand tu parlais du POCUS pour les bronchopneus, Ouais. irrégularité de la plèvre, on parle de Schredsheim ou c'est pas ça ce que tu recherches? À l'école, ils me disent, il me semble qu'ils disent que les signes radiographiques peuvent s'améliorer jusqu'à 2 mois après l'utilité d'une radio en fin de traitement antibiotique. Ouais, alors, j'ai pas d'image de là d'irrégularité de plèvre. Euh, je suis pas sûre que je vais en trouver. Attends. Blop, blop, blop. Aspiration, pneumonia, ultrasound. Dog. Hum, 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 hum. Oui, Lionel. Ici, peut-être. Ah, ça c'est beau. Ici, là, tu vois que ta plaie. Attends, je vais essayer de le mettre en grand, si j'y arrive. Mais si tu vois que ta plèvre, elle est. Est-ce qu'on a accès aux images dans cette bel article? Ah, ici, on voit encore plus nos lignes B. D'ailleurs, on voit vraiment que c'est des faisceaux. Ici, là, des faisceaux horizontaux. Et bon, j'ai perdu l'article. Mais globalement, ton irrégularité de plèvre. Oh, putain, c'était mieux avant, pardon. C'est ici, là, tu vois vraiment que ta plèvre, elle fait complètement des irrégularités. Et ça, c'est vraiment des choses que tu peux retrouver dans des cas de pneumonie par respiration. Et ton autre question par rapport aux antibiotiques, oui, tu peux vraiment avoir une amélioration, en tout cas, ou une disparition totale de tes signes cliniques plusieurs semaines après le traitement. En fait, généralement, je mets toujours d'emblée 2 semaines d'antibiotiques. Je fais ma radio, par exemple, à J13. Si à J13, à mes radios, c'est vraiment beau et que ma CRP, elle est inférieure à 10, j'arrête les antibiotiques. Si par contre, j'ai un tout petit doute au niveau de ma radio, que ma CRP, elle a encore augmenté, là, j'hésite pas à les poursuivre longtemps. Et parfois, oui, ça peut être des traitements qui peuvent vraiment durer plusieurs semaines, mois. Maximum, il y a un chien que j'ai dû voir 3 fois en contrôle, donc il a eu 1 mois et demi d'antibiotiques. Au-delà, c'est beaucoup plus rare. Mais oui, j'ai tendance à être assez précautionneuse. Et si j'ai vraiment un petit doute à ma radio, que ma CRP elle a encore un petit peu augmenté, j'ai aussi tendance à laisser les antibiotiques plus longtemps. Parce qu'en effet, tu peux avoir des pneumonies qui mettent beaucoup plus de temps pour se replacer. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que... Mais je pense que Ouais. sa question était dans l'autre sens, justement. C'est vrai que moi, j'ai appris ça aussi, que l'évolution des signes radiographiques est beaucoup plus lente que celle des signes cliniques. Et du Oui. coup, ça peut mettre. Enfin, tu peux avoir une résolution clinique alors que tu as une persistance des signes radiographiques. Oui. Et du coup, il demandait quel était l'intérêt de faire la radio à la fin de ton traitement antibiotique. Je pense Ah, que c'est dans l'autre bah, sens. parce que, alors peut-être,
Alors, je t'avoue qu'aussi en Nord-Amérique, on a une utilisation beaucoup moins raisonnée des antibiotiques aussi, ce qui n'est pas nécessairement un très bon exemple. Mais moi, j'ai toujours tendance, je suis d'accord que oui, l'évolution radiographique, elle peut être beaucoup plus lente, mais si à la fin de mon traitement antibiotique, j'ai encore un doute sur un foyer et que ma CRP, elle a encore augmenté, moi, j'ai tendance quand même à les laisser. Et j'ai un peu plus de mal à les arrêter parce que c'est déjà arrivé des patients où on les arrête trop tôt et finalement, on les revoit 5 jours après pour une récidive assez majeure. Donc, alors, c'est peut-être pas la meilleure utilisation, mais moi, personnellement, j'ai tendance vraiment à ne pas hésiter à les poursuivre si mes radios, elles sont pas complètement claires et que j'ai encore une CRP augmentée. Si par contre, j'ai un doute que c'est pas franc, que ma CRP, elle est basse, là, je me poserais peut-être la question de les arrêter, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance, j'avoue, à être un petit peu plus utilisatrice des antibiotiques sur les pneumonies par respiration. Que du coup, vous, et que toi, du coup, Calypso, je pense. Bah en fait, moi, comme je fais que des urgences depuis 5 ans, je ne fais pas le suivi. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que ce que tu dis est intéressant, c'est aussi beaucoup, en fait, c'est un ensemble de trucs, à la fois la clinique, à la fois ta radio et aussi ton utilisation de la CRP. Et d'ailleurs, il y a Irène qui a posé une question. L'évolution de la CRP est-elle assez rapide? Prise de Oui. sang chaque 24 heures, point d'interrogation. Oui, exactement. Ta CRP, elle réagit très très rapidement. Quand tu as vraiment un processus inflammatoire actif, elle va augmenter très rapidement en quelques heures, mais elle va également diminuer très rapidement. Donc ta CRP, elle est vraiment dynamique avec une réponse rapide. Donc c'est vraiment un très bon reflet de ton état inflammatoire de ton patient au moment où tu fais ta prise de sang. Super, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Parfait. C'est vraiment bizarre, je les vois plus dans le chat, donc hésite pas, parce que là quand je fais discuter, j'ai vraiment qu'une question, donc hésite pas Ok, s'il y en a bon, d'autres. je te dirais, ouais. Ouais. Bon, la néoplasie, on va assez vite dessus, hein, mais parfois ça peut en effet causer de la toux. Généralement, alors c'est pas toujours, hein, mais parfois vous pouvez avoir aussi de l'hémoptysie, là, de la toux un peu sanguinolente, donc soit des métastases primaires ou secondaires. Et le plus souvent, c'est quand même associé à des signes généraux, hein, donc pour vous orienter sur une néoplasie. Généralement, si vous avez un vieil animal, un vieux chien ou un vieux chat qui tousse, une toux un petit peu chronique, qui est un peu cachectique, généralement vous vous orientez assez rapidement là sur la néoplasie. Elle vient quand même assez vite dans votre DDX. C'est souvent pas celui-là que vous oubliez. À vos radios, ça peut prendre plusieurs formes, soit quelque chose d'un petit peu nodulaire. Bon, faites attention, parfois le nodulaire un petit peu patchy, ça peut être aussi de l'infectieux, mais généralement ça fait un petit peu, enfin le miliaire surtout. Mais quand vous avez des vrais nodules ou alors comme ici des masses, bon, il n'y a pas de doute possible, c'est néoplasique. Hop, j'arrive. Touc, parfait. Et alors, je l'avais mis pour Julie parce que j'étais persuadée que c'est Julie qui animait la conf et je sais qu'elle adore l'angiostrongylose parce qu'elle m'en parle toujours dès qu'il y a un animal qui tousse. Elle dit, oubliez pas l'angiostrongylose. Donc, on va en parler. C'est pas nécessairement la maladie la plus fréquente, mais ça arrive. Donc, c'est quand même important de le savoir. À savoir que l'hôte intermédiaire de cette parasitose, c'est un gastéropode. Donc, déjà, ça, c'est hyper important parce que si les gens vous disent, ah bah oui, il a tendance à manger des escargots, ok, mettez-le sur votre DDX. Si par contre c'est un chihuahua qui voit la lumière du jour uniquement à travers la fenêtre de l'appartement, vous pouvez l'oublier. Généralement, les signes cliniques, ça va être surtout une intolérance à l'effort, une toux qui va être assez importante et productive. Bon, encore une intolérance à l'effort, de la dyspnée et vous pouvez avoir des signes généraux possibles, léthargie, voire des signes digestifs. C'est également une maladie qui cause des coagulopathies assez fréquentes. Donc, vous pouvez avoir de l'épistaxie, de l'hémoptysie, mais vous pouvez également avoir des pertes sanguines par d'autres secteurs, donc des diarrhées hémorragiques ou éventuellement un petit peu de sang dans les urines. Et ça peut vraiment mener à une obstruction de votre artère pulmonaire, donc de l'hypertension artérielle et une insuffisance cardiaque droite. Donc c'est important de le savoir. Au niveau de vos moyens diagnostiques, alors l'examen de choix, ce qui va vous permettre de dire que c'est ça, c'est évidemment une copro avec un test de Bernal, la chose qu'on ne fait jamais en urgence, mais les vétérinaires référents le font très très bien. Ce que vous allez pouvoir voir en urgence. Si vous faites une radiographie, c'est un petit peu mixte parce qu'en fonction du stade de la maladie, vous pouvez avoir une opacification alvéolaire ou interstitielle à composante nodulaire. Vous pouvez avoir un peu d'épanchement pleural. C'est des signes qui sont quand même très peu spécifiques. Vous pouvez, à l'échographie, voir éventuellement une dilatation de votre cœur droit et éventuellement des parasites adultes. Bon, par contre, pour voir des parasites adultes, on s'entend que c'est souvent les cardiologues qui vont les voir. Nous, en urgence, c'est peut-être pas quelque chose auquel on est
suffisamment entraînés pour nous permettre d'avoir cette sensibilité-là. Au niveau de votre hémato, vous allez avoir une neutrophilie, mais vous pouvez aussi avoir une éosinophilie comme c'est quelque chose de parasitaire, donc ça, c'est important de le savoir. Si jamais vous le suspectez en urgence de par l'anamnèse, et les signes cliniques et les résultats de vos examens complémentaires, vous pouvez tout de suite mettre un antiparasitaire. Généralement quand même des antibiotiques parce qu'on a souvent des surinfections bactériennes. Les corticoïdes, alors faut quand même faire attention, mais il y a quand même des risques d'anaphylaxie et formation de complexe humain qui sont décrits dans cette maladie-là. Donc ça peut être utile de mettre une petite dose de corticoïdes, mais c'est surtout vos antiparasitaires. Donc l'association formaldazole et milbémicine, elle est vraiment décrite, hein, pour l'angiostrongylose, fait que n'hésitez pas. Personnellement, c'est une maladie que je n'ai jamais rencontrée en 6 ans d'urgence, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc important d'y penser, au besoin. Dernier, on arrive sur la fin. Je suis désolée, je sais que ça a fait très liste. C'était assez difficile d'organiser cette conférence. Va être tout ce qui va être les maladies cardiaques, parce que en effet, vos maladies cardiaques vont provoquer souvent ou de temps en temps de la toux par compression extraluminale de vos bronches, ce qu'on peut voir très très bien sur cette radio-là à cause de l'élargissement de notre cœur. On a vraiment une compression extraluminale de nos voies respiratoires, ce qui va être responsable de tout. Elle peut être associée ou non à de l'œdème pulmonaire quand vous les voyez en urgence. Donc bon, le plus fréquent, c'est bien évidemment la maladie valvulaire dégénérative mitrale, mais pensez aux autres maladies cardiaques, notamment chez les grands chiens. Pensez également à votre épanchement péricardique, hein. Un épanchement péricardique sévère, ça pourrait aussi faire une compression de vos voies respiratoires. On s'entend que c'est pas le motif d'appel le plus fréquent, là. Un animal avec une tamponade cardiaque qui vient pour de la toux, c'est pas le plus fréquent, mais pensez-y quand même. Au niveau de votre anamnèse, souvent, c'est de la toux chronique, de l'intolérance à l'effort. Vous pouvez avoir un souffle éventuellement rapporté. Parfois, c'est un peu écrit sur le front de l'animal quand il vient. Là, si vous avez un petit cavalier King Charles de 10 ans, généralement, vous allez mettre la maladie cardiaque assez haute dans votre liste de DDX. Mais bon, soyez quand même rigoureux pour pas passer à côté d'éventuellement une bronchite chronique. À l'examen, généralement, vous avez un souffle cardiaque, pas toujours, notamment chez les chats. Ils ont parfois pas envie de faire comme tout le monde. Vous pouvez avoir de la dyspnée si vous avez un œdème pulmonaire associé, donc dyspnée expiratoire, puisqu'on est au niveau de nos voies respiratoires inférieures. Les examens complémentaires qui vont vous être utiles, c'est la radiographie thoracique si votre animal n'est pas en épisode d'œdème pulmonaire cardiogénique et donc est suffisamment stable pour faire une radiographie, auquel cas vous pouvez voir un élargissement de votre cœur. Vous pouvez faire l'indice de Becker quelque chose, là je le fais jamais personnellement, mais c'est décrit de faire la mesure. Puis vous pouvez voir en effet si vous avez une déviation de votre trachée, de vos bronches qui pourrait expliquer la toux. Si votre animal est instable à ce moment-là, c'est l'écho fast qui va vous donner de l'information. Donc, s'il y a de l'œdème, à nouveau, de la présence de B-lines, puisqu'on va avoir de l'eau dans notre parenchyme pulmonaire. Et vous pouvez également évaluer votre ratio oreillette gauche sur aorte. Donc, pour ça, on n'oublie pas, on se met à droite. C'est plus facile pour aller essayer d'observer votre oreillette gauche sur aorte. Vous mettez votre alors c'est un peu difficile de l'expliquer comme ça là, mais globalement, quand vous posez votre sonde et que vous avez votre coupe champignon, il faut faire un petit mouvement de poignet pour redresser un petit peu votre sonde et avoir votre AG sur AO. Vous n'êtes pas obligé de le mesurer précisément, parfois juste subjectivement, ça suffit à dire: «Oh là là, en effet, c'est augmenté». Et vous pouvez aussi vous aider d'un petit SNAP ProPNP si vous avez un doute. J'ai pas parlé du traitement parce que je pense que vous savez tous comment traiter un œdème pulmonaire, donc furo, éventuellement vetmédin chez le chien, butorphanol pour les rendre un peu plus chill. Juste la petite chose que j'ai envie de vous dire par rapport au furo, c'est de quand même faire attention parce que parfois, j'ai déjà récupéré des patients qui avaient eu des doses énormes de furo, sur les premières 12 heures. C'est vrai que quand ils sont en œdème pulmonaire, on a envie de taper haut pour essayer de les soulager, mais faites quand même attention à votre, vos petits reins. Chez le chat, j'essaye de ne pas chez le chat et chez le chien, en fait, j'essaye de ne jamais dépasser 6 à 8 mg/kg sur 24 heures. Faites quand même attention aux doses de furo que vous pouvez employer, parce que c'est déjà arrivé des animaux qu'on récupère en insuffisance rénale parce qu'ils ont eu 12 ou 16 mg/kg en 12 heures, c'est quand même beaucoup. Alors ça, c'est vraiment on va passer très, très vite, mais en effet, hein, n'oubliez jamais vos maladies de l'espace pleural ou de votre médiastin quand vous avez des animaux présents avec de la toux. Donc, tout ce qui va être épanchement pleural, on va en parler en long, en large et en travers dans la conf de la semaine prochaine. Tout ce qui va être masse médiastinale qui provoque encore une compression extrathoracique de voie respiratoire. Voilà, puis la radio City, bon, c'est pas les je vous avoue que c'est pas les causes les plus fréquentes de toux, donc, on passe assez vite là-dessus. Bon, la toux, globalement, ce qu'il faut se souvenir, c'est que c'est un signe clinique qui peut être retrouvé dans de nombreuses pathologies. Il faut être hyper rigoureux dans notre démarche diagnostique. La première étape, déjà, c'est de déterminer est-ce qu'on pense que c'est dû à une maladie des voies respiratoires supérieures ou des voies respiratoires inférieures? Parce que nos examens complémentaires vont être différents.
Une fois qu'on a un petit peu déterminé ou un petit peu plus localisé et fait une liste de diagnostics différentiels dans notre tête, on va faire nos examens complémentaires de manière ciblée. Parce que, voilà, imaginons qu'on travaille en centre de référé. Si j'ai un animal qui présente de la toux, que je suspecte être une toux de chenille, mais que je ne suis pas rigoureuse, je pourrais vendre au propriétaire une radio, une écho, un bilan sanguin, un scope, un scan. Sauf que voilà, on s'en sort plus, ça coûte cher, il y a la moitié des examens qui ne sont pas nécessairement utiles. Donc, soyez vraiment rigoureux et adaptez vos examens complémentaires aux besoins du patient. Ça ne sert à rien de faire des examens complémentaires. Puis parfois, voilà, vous allez faire des examens complémentaires puis qui du coup vont être normaux et ça va vous perdre davantage. Donc voilà, ça n'a peu d'intérêt de faire toute notre panoplie d'examens complémentaires. On essaye vraiment de les cibler le mieux possible. Et pour les traitements, donc surtout pour les maladies chroniques, ça va être important de communiquer avec les propriétaires parce que nos traitements peuvent être ou limités ou décevants et certaines pathologies qui ont un peu de mal à répondre à la médication. Et donc, les propriétaires peuvent être frustrés hein, qu'on leur apporte pas de réponse ou qu'on n'améliore pas la qualité de vie de leur animal. Donc, voilà, la communication est très, très importante parce que c'est souvent des propriétaires qui ont beaucoup d'attentes sur un animal qui tousse, notamment quand c'est tout chronique. Généralement, en urgence, la toux chronique, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais ça peut quand même arriver. Donc voilà, important de bien communiquer avec les propriétaires. La conf est finie, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais juste couper le partage pour voir si ça me permet de revoir le chat. Je suis désolée, ça faisait un peu liste sur la fin avec toutes les maladies, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très très vaste. Voilà, j'espère que ça vous a apporté un petit peu d'aide au diagnostic. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Et voilà. Merci Agathe, c'était très cool. J'aurais juste rajouté dans la toux, dans les trucs qu'on voit quand même vraiment beaucoup, tout simplement toutes les bronchopneumopathies du chat avec bronchoconstriction, asthme au sens très large. Ouais, 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 j'aimerais que je les ai un peu écartés, mais oui. Mais voilà, juste parce que justement, ça a des présentations de toux qui font souvent penser à autre chose que de la toux, avec des gens qui vont décrire des vomissements, des éternuements, enfin tout et n'importe quoi sauf de la toux. Donc n'hésitez pas aussi à retourner sur YouTube, regarder des vidéos de chats qui toussent. Si vous tapez asthma 4, là, vous allez trouver des vidéos de chats qui toussent pour vous mettre bien ça en tête. Et moi, je le montre souvent aux gens en consultation parce que c'est vraiment un truc, je trouve, où on a du mal à identifier que... Enfin, les gens ont du mal à identifier que c'est de la toux. Et donc après, ils racontent n'importe quoi et on part pas du tout sur le bon truc. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Mais une vidéo d'un chat qui tousse, ça peut aller assez vite. Là. Moi, je filme mon chat dès qu'elle fait une crise d'asthme. Je vous trouve la vidéo. Là, ça va pas prendre longtemps. Ah, mais j'en ai, si tu veux, je sais pas s'il y en a qui ont envie que j'en montre. Je sais pas qui est là, qui est mort. On en avait partagé une sur WhatsApp à un moment. C'est vrai que c'est bien d'en avoir une sous le coude en consulte. Je vais quand même vous en montrer une petite, enfin, ou deux, trois petites d'ailleurs. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai remis Ouais. le truc de tout à l'heure. Alors attendez, il faut que je change. Asthme félin. Ah bah attends, j'en ai une là. Vite. Ça, par exemple, les gens vont souvent décrire des efforts vomitifs là-dessus. Parce que, en fait, il déglutit pas mal, mais ça, c'est à cause des sécrétions, en fait, qu'il fait en toussant. Et donc, là-dessus, les gens, ils vont croire qu'il essaye de vomir. Ça, c'est assez classique. Et après, là-dessus, là, les gens, ils vont décrire des éternuements. Alors que c'est de la toux. Mhm. Donc, faut vraiment pas hésiter à leur montrer des vidéos et leur dire, est-ce que c'est ça qui fait Ouais, les éternuements, c'est assez. Ouais. Voilà, là aussi, ils vont souvent décrire des éternuements. Voilà, Mince, j'ai arrêté mon partage, normalement. Ouais. Voilà. Moi, je voulais savoir sur l'utilisation des bronchodilatateurs. J'ai toujours un peu peur d'utiliser ça, peut-être à tort, mais surtout si on passe à côté d'une pathologie cardiaque, est-ce qu'il y a un risque? Bon, je parle pas de l'asthme du chat où c'est voilà, c'est assez facile, mais des fois on a un peu un doute, on a des bruits bronchiques assez forts, on a l'impression que ça siffle au niveau bronchique, on se dit ça peut peut-être les aider, mais est-ce qu'il y a un risque à en faire ou c'est Et mieux s'abstenir? ça dépend de ta pathologie. Je te dirais que sur une bronchite chronique, oui, ça va les aider. Après, oui, j'ai pas tendance à les utiliser
Assez souvent, je t'avoue que je le limite, oui, comme tu viens d'en parler, éventuellement à l'asthme du chat ou à la bronchite chronique, mais j'ai pas tendance à les utiliser plus que ça. Et sur le collapsus de trachée, ça a un effet ou pas? Moi, je les utilise pas personnellement. Je sais pas si toi tu les Parce- utilises, plutôt, mais moi je l'aimais pas. Non, moi non, parce que c'est pas le... enfin, ça sert à rien, quoi. Exactement. Ouais. D'accord, ça n'a C'est pas. pas, en fait, c'est pas une bronchoconstriction, un collapsus trachéal, c'est vraiment un problème au niveau des cartilages de la trachée. Donc, Ouais. toi, ça va pas. C'est la bronchoconstriction, c'est une histoire de récepteurs. Je connais plus ma pharmaco, mais enfin bon, bref, c'est vraiment une action sur les petits récepteurs là qui font que la bronche, elle se Hmm, constricte, mais ça n'a pas de rapport du coup avec le ouais, mécanisme qui ok, amène au collapsus trachéal. Pour moi, en tout cas, je pense pas que ça puisse avoir un intérêt majeur. ok. Hmm. Et du coup, à Dom, quand on a un collapsus trachéal, enfin, je trouve que c'est un petit peu frustrant parce que, bon, sauf si le chien il est vraiment dyspné, mais si tousse à cause de son collapsus, finalement, on peut pas faire grand-chose, quoi. Ben quand même, parce que si ton collapse trachéal il est à un stade où tu penses que c'est purement médical, tu peux, bon, déjà éventuellement en effet, si toi quand tu arrives, il est en grosse quinte de tout, pardon, ton butorphanol va le soulager. Hmm, Tu peux quand même, enfin, je trouve que c'est quand même important parce que même si oui, tu peux pas faire de radio, si tu as quand même une suspicion clinique assez forte de par ton anamnèse, ta race, ton examen, bah, tu peux quand même déjà avoir toute la discussion du collapse de trachée avec les propriétaires. Souvent, ils attendent une réponse. Donc déjà, toi, tu leur apportes la réponse, ce qui est déjà pour eux hmm, un grand point. Et tu peux commencer hmm. à mettre en place ton traitement médical, donc de mettre par exemple des corticoïdes. Alors, à faible dose, hein, parfois c'est pareil, les corticoïdes, je les vois utilisés à des doses un petit peu importantes. Pour les collapses de trachée, généralement, mes corticoïdes, je mets 0,5 à 1 mg kilo, c'est amplement suffisant à dose dégressive. Et juste de mettre ça, ça peut vraiment les soulager le temps qu'éventuellement ils poursuivent les investigations. Mais D'accord. tu peux quand même faire des choses, ne serait-ce que commencer à mettre en place des corticos et d'avoir toute la discussion avec les propriétaires. Je trouve que tu es moins limité, par exemple, avec un collapse de trachée qu'une paralysie laryngée. C'est une paralysie Ah laryngée, ouais. tu arrives à domicile et que l'animal est en crise, pour le coup, là, tu es un peu plus limité, alors qu'un collapse de trachée, tu as quand même beaucoup d'options thérapeutiques que tu peux commencer à mettre en place avec les propriétaires, éventuellement, voilà, prescrire des sirops ou des comprimés antitussifs, commencer les corticos. Tu as quand même des choses à faire. D'accord, ok. Et dernière question, excusez-moi, c'est juste justement, une fois j'ai eu un paralysie laryngée, le chien était vraiment en hyper thermie, vraiment pas bien. Bon, ça a fini en hospice, mais il avait aussi beaucoup de sécrétions. Est-ce que c'est intéressant de faire du glycopyrrolate en ce moment-là ou pas? Ouais, alors moi j'avoue que le glyco je l'utilise très très peu aussi, fait que je suis peut-être Moi aussi. pas la meilleure. C'est pas une molécule dont on avait accès en Amérique du Nord et c'est vrai que je suis très peu utilisatrice du glycopyrrolate. Peut-être que Calypso a une plus grande expérience, mais moi je l'utilise très peu souvent. Je l'utilise très peu aussi et je suis pas sûre que je l'aurais utilisé pour cette indication-là parce que une fois de plus pour moi c'est pas le bon mécanisme. C'est-à-dire que je pense après c'est un avis très personnel mais je pense que dans ce cas-là du fait de un peu de l'inflammation et des difficultés que le chien il a à trier en fait au niveau de son larynx entre ce qui va dans la trachée et ce qui va dans l'œsophage, il y a un peu une accumulation de sécrétion et tout. Mais c'est pas comme quand tu as vraiment genre une augmentation réelle des sécrétions où là, tu vois, tu as un intérêt. Enfin, je sais pas, je le vois pas forcément dans le bon sens non plus. Mais comme Agathe, j'ai pas une grande expérience, donc c'est vraiment un avis que je te donne là comme ça qui a aucune valeur fondée, quoi. Je te dirais Non, que non, si mais vraiment il c'est a énormément de sécrétions à domicile, ce que tu peux faire, c'est éventuellement déjà donner un petit peu de butorphanol pour le ouais, calmer. Si tu es ouais, capable c'est de mettre un caté, une bébé dose de propos éventuellement, mais c'est vrai que si tu n'as pas de kit d'intubation, il faudrait quand même que tu restes assez non. sécuritaire. Ceci commence à faire une apnée, tu es un petit peu bloqué. Mais Hum, le mieux, en fait, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en clinique, c'est juste d'aspirer les sécrétions avec un aspirateur à sécrétion. Mais voilà, à domicile, si vraiment le chien est très sécrétoire avec un petit peu de butorphanol, si le chien est gentil, hein, parfois juste avec une compresse, d'essayer d'aller déjà dégager les sécrétions dans le fond de la gueule, ça peut le soulager. Et éventuellement, dans ces cas-là, si tu penses qu'il est très sécrétoire et inflammé, c'est une des indications pour lesquelles j'hésiterais peut-être un petit peu moins à donner une toute petite dose encore de cortico, genre ouais. 0,05 mg kilo de Dex pour Hum, Dexa, pas de Dex, oh, ben, on n'a pas de Dexmédeto, mais de Dexa hum, pour éventuellement essayer de travailler sur cette inflammation qui pourrait. Parce qu'en fait,
L'animal, plus il est en dyspnée, plus il va tirer, enfin, plus il va forcer, plus ça va inflammer, plus ça va obstruer, plus ça va. En tout cas, et c'est un cercle vicieux aussi. Donc, éventuellement, dans des animaux comme ça, en grosse crise, ça m'arrive de donner un petit peu de cortico, mais c'est vrai que le mieux, dans ces cas-là, quand ils sont très sécrétoires et que je suis en clinique, c'est que je les intube et que j'aspire les sécrétions. C'est le plus facile, mais je suis d'accord qu'avec toi, pour le coup, là, à domicile, on va être plus limité. Ah, ok, d'accord, merci. Agathe, Oui. bonjour. J'avais juste une question pour ta dose antitussif de Butor. Tu fais combien? Bah, alors ça, pour le coup, c'est, tu peux. Parce Moi, que j'ai généralement, vu je fais. plusieurs choses et du Ouais. coup, je sais pas c'est quoi la dose. En fait, dans la littérature, tu vas trouver de 0,1 à 1 mg kilo. Moi, je trouve qu'au-dessus de 0,3, 0,4, ça commence déjà à beaucoup les sédater. Moi, généralement, je fais quand même des doses un peu sédatives. Là, je fais 0,2, 0,3 mg kilo. On peut, oui, aussi le donner par voie orale diluée. Je voyais dans les commentaires, maintenant je les vois. C'est juste que je suis un peu moins certaine de sa vraie biodisponibilité, mais ça pourrait se faire. Mais Et après, vas-y, pardon, il y a pardon, quelqu'un qui a parlé. oui, je voulais juste rajouter, c'était la question de Myriam de donner du butor dilué par voie orale. C'est juste que, oui, ok, le veto, il le fait. Alors, si tu le fais en clinique, ça te regarde, mais c'est hors AMM et tu n'as pas le droit de donner des seringues au propriétaire pour qu'il le fasse à la maison. Enfin, ou alors, tu le fais de ta propre responsabilité, parce que c'est du déconditionnement de molécules injectables, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, Oui, salut. Oui, en fait, je savais déjà ça parce que si je ne me trompe pas, on en avait discuté aussi dans le groupe. Oui, j'ai vu le faire et je me demandais juste si effectivement ça avait de l'intérêt de le faire en voie orale, même sans délivrer, tu vois, des seringues avec du butor dilué. Donc, euh, tu me dis que ça a de l'intérêt, en fait, ça marche. oui, ça marche, mais tu n'as pas le droit. Ok, ok, Voilà. ok. Excuse-moi, j'ai coupé. C'était Barbara qui parlait, je t'ai coupé, pardon. Ouais, juste moi pour la petite histoire, avant, quand je bossais en clinique, j'avais une femme là qui venait avec son petit chihuahua et elle était désespérée parce qu'en fait ça faisait genre trop longtemps qu'elle allait voir les docteurs et elle avait eu plein de traitements et la toux ne marchait, enfin la toux ne partait pas, enfin elle revenait. Et du coup, moi j'étais là, bon, ils ont utilisé toute la panoplie et je savais plus quoi faire. Du coup, je lui ai prescrit un sirop à base de codéine, sirop enfant, enfin c'était hors AMM du coup. Et après, elle était trop reconnaissante parce qu'en fait, son chien ne toussait plus. Donc voilà, c'était juste pour dire que la codéine, ça marchait pas mal du coup sur les toux. C'était une toux chronique, sûrement une trachéite, mais voilà, c'était juste pour dire ça. C'est juste une expérience parmi, voilà. Après, je sais pas, c'est pas une étude, j'ai pas fait, c'est pas un recul, enfin, j'ai pas peut-être assez de recul, mais en tout cas, ça avait bien marché la codéine pour son chien. Et il y avait pas de problème cardiaque du coup sur ce chihuahua. Non, mais la codéine, ça marche bien. C'est la molécule qui est utilisée par les internistes, en tout cas en France, pour les traitements antitussifs, même des fois sur du très long terme. Il y a des chiens qui restent sous codéine pendant des mois, voire des années. Et c'est la molécule de choix, en tout cas comme antitussif en France. Voilà, OK. En tout cas, la présentation était claire. Tu as dit plusieurs fois que ça faisait listing, moi j'ai trouvé ça clair. Parfait, tant mieux. On poursuivra la respi la semaine prochaine avec les épanchements pleuraux. Bon, moi, super. Merci beaucoup, Agathe, pour la présentation. De rien. N'hésitez pas si après coup vous avez des questions, c'est toujours pareil. Je suis quand même très très facilement disponible sur WhatsApp ou par mail, donc n'hésitez jamais à m'écrire au besoin si vous avez des questions. Puis la conférence sera visualisable à nouveau, ou en tout cas pour les absents. Bon après-midi à tous, bon courage pour ceux qui travaillent. Ciao, ciao. Merci, merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Merci. Salut.